Bonjour tout le monde. Ici, en fait, c'est de l'expérimentation ou de l'expérience avec ma première vidéo en français. Vous verrez que toutes les autres vidéos sont faites en espagnol. Quoique il y a de la traduction dans la description des vidéos en français. Alors, mais puisque c'est pas les vidéos en espagnol qui manquent sur la toile d'internet, YouTube et tout, alors je me permets d'essayer d'amener du contenu dans d'autres langues que l'espagnol. Malgré que vous le savez, le français c'est pas ma langue maternelle, mais on va essayer. Donc, même si ça fait 40 ans que je la parle, hein. Mais voilà. Alors, je voulais parler de l'actualité politique salvadorienne. Pour ceux qui ne connaissent pas, malheureusement, les médias locaux à Montréal ou au Québec ou même au Canada, je dirais, n'en parlent jamais de ce qui se passe au Salvador. Ce sont des bonnes choses. Tellement que, habituellement, les nouvelles, c'est des mauvaises nouvelles, plus souvent qu'autrement. Mais le Salvador, je l'appelle le pays des merveilles, tellement il y a de belles choses qui se produisent. Je l'appelle pas tellement pays des merveilles parce que c'est un pays des merveilles, même s'il y a des choses merveilleuses à voir là-bas, comme beau pays. Mais à cause de tout ce qu'ils font, jour après jour, depuis 5 ans. Dans d'autres mots, le Salvador est dans une phase de transformation. Où est-ce que ils sont passés d'être le pays le plus dangereux au monde, si on parle du côté sécurité, au pays le plus sécuritaire de l'Amérique latine. Juste à titre d'exemple, je vous dirais qu'on ne serait pas loin d'être le pays même plus sécuritaire que le Canada. Imaginez-vous donc, ça vous donne une idée. Pour vous donner des ordres de grandeur, en 2015, c'est là que le Salvador avait été qualifié comme étant le pays le plus dangereux du monde, où il y avait 106 homicides par 100 000 habitants. Alors qu'on a fini l'année dernière avec 2,4 homicides par 100 000 habitants. On a passé de 106 à 2,4 homicides par 100 000 habitants. Ça vous donne déjà une grosse grandeur d'idée. Cela dit, on a commencé le mois de janvier avec la même lancée, si vous voulez, 2024. Écoutez, depuis que le mois a commencé, on a seulement eu 4 jours où il y a eu des homicides, malheureusement. Donc, maintenant, les sections sont les journées 0 homicide, alors que plutôt c'est ça, les sections c'est plutôt les homicides, alors que la norme plutôt c'est maintenant les jours sans homicide, 0 homicide. Jusqu'avant hier, on avait eu 14 jours consécutifs sans homicide. C'est de loin aussi un record de consécutivité là. Alors que c'est pas rare d'avoir vu des 12 jours, des 9 jours, des 8 jours consécutifs aussi, juste auparavant. Pour faire une dernière comparaison et avoir un bon ordre de grandeur, je vous dirais aussi que, juste pour vous dire une idée, depuis que le gouvernement Bukele est là, même s'il a pris une licence pour aller en élection, une licence de 6 mois, durant son gouvernement,
on est déjà atteint autour de 530 journées sans homicide. Pour finir ma comparaison avec l'idée de grandeur, vous devez, au cours des 2 derniers gouvernements, avant Bukele, il y a eu seulement une seule journée où il n'y a pas eu d'homicide. Imaginez-vous, en 10 ans, seulement une journée sans homicide. Ça vous donne une idée de où nous venons. Alors, donc ceci c'était pour parler de la conjoncture, de l'actualité qui a trait à la sécurité. Maintenant, je vous parlerai au niveau touristique, c'est aussi un boom dans le bon sens. Écoutez, on est devenu le 4e pays au monde à mieux rattraper la Covid, si vous voulez, l'effet Covid dans le secteur du tourisme. De sorte qu'en Amérique latine, on est le numéro 1 et dans le monde, on est 4e. Et chaque année, on fait des progrès dans ce sens-là. De manière, encore une fois, que le Salvador se positionne suite à recommandations de revues spécialisées en tourisme comme étant une destination de choix. Justement, dernièrement, le journal New York Times a mis parmi les 56 recommandations dans le monde, a placé le Salvador en 34e place au monde. Donc ça vous donne déjà une idée que le Salvador fait beaucoup de progrès. Et on a aussi, bien sûr, pour être fidèle à ce que je dis, et l'année passée, on a reçu 3,4 millions de touristes. C'est de loin aussi un record. C'est de loin la meilleure performance en Amérique centrale. On bat même le Costa Rica. Vous voyez, le Costa Rica a toujours été, depuis les 30 dernières années, le meilleur dans tout tourisme, sécurité, économie, tout ce que vous voudrez. Alors que malheureusement, ils battent de l'aile dans plusieurs domaines en ce moment, y compris la sécurité. Excusez-moi le bruit pendant que je suis dans le métro de Montréal. Je vais, pour que vous voyez, donc je me déplace chez ma soeur à Susena pour une genre de branche familiale et c'est pour ça le bruit. Alors je m'apprête à descendre Station P9 dans quelques stations pour prendre l'autobus. Tout à l'heure, vous m'avez vu dans un autobus aussi. Donc, c'est un autobus, un trajet qui comporte autobus, métro, autobus. Bon, parenthèse, je ferme la parenthèse, puis je reviens à la description de l'actualité salvadorienne. Donc, pour venir maintenant à la question de l'actualité salvadorienne, vous pouvez peut-être vous poser la question, mais pourquoi, qui a fait ce changement-là? Comment ça fait-il qu'on a passé du pire scénario en sécurité à un des meilleurs du monde, pratiquement? Parce qu'on a quelqu'un qui s'appelle Nayib Bukele, le plus jeune président de l'histoire salvadorienne. Quand je dis le plus jeune, c'est depuis le début de la République. Et de loin le meilleur. Et quand je dis de loin le meilleur, c'est vraiment le meilleur. C'est pas moi qui le dis. Il y a les sondages après sondages qui le qualifient comme étant le meilleur président au monde. Et de manière à ce qu'il se maintienne toujours dans une cote de popularité de 90% en moyenne. Ce qui fait en sorte qu'il sera réélu pratiquement, je ne suis pas gêné pour dire qu'il sera réélu avec
un appui de 80, ça peut varier entre 85 et 95% des choix des électeurs, qui ferait en sorte qu'il serait notre prochain, il serait réélu. C'est une des rares fois qu'il y a des réélections au Salvador. Il a fallu pratiquement un avis de la Cour constitutionnelle salvadorienne pour démystifier la validité, si vous voulez, ou la légitimité de la réélection du président. Ceci étant dit, les juges de la Cour suprême, plutôt de la Cour constitutionnelle, ont dit comme de quoi le président salvadorien peut se réélire en autant qu'il prend un congé de 6 mois à la présidence. Alors c'est ça qui fait le président actuellement, il est en congé. Il est toujours légitimement président, mais en vacances pour 6 mois, qui lui permet de s'adonner à l'élection. Nous avons eu récemment à Montréal le vice-président Félix Ulloa, à Montréal et à Laval, qui a rencontré la diaspora salvadorienne et qui nous a tenu plus au fait de l'avancement des politiques salvadoriennes, des progrès dans tous les secteurs. Voilà, donc on aurait des élections là. Prochaine station, Cadillac. C'est comme cela que le 4 février, les Salvadoriens au Salvador et même la diaspora salvadorienne iront aux urnes. Et c'est la première fois de l'histoire que nous allons pouvoir voter de manière électronique. Donc à partir d'un appareil cellulaire, à partir d'un ordinateur portable, à partir d'un ordinateur de bureau, à partir d'une tablette, n'importe qui, n'importe où dans le monde avec une adresse à l'étranger pourra le faire. En fait, dans mon cas personnel, c'est déjà fait. Depuis le 4, en fait, depuis le 6 janvier, on avait le droit, si vous voulez, entre le 6 janvier et le 4 février, les membres de la diaspora ayant accès à un ordinateur Station Cadillac. et qualifiant pour ayant un document d'identification salvadorienne avec une adresse à l'étranger peut voter. Alors, c'est fait déjà dans mon cas. À ce moment-ci, on serait déjà plus que 100 000 membres de la diaspora à avoir déjà fait le vote par le vote électronique. Et c'est là, Prochaine station, évidemment, à chaque Langelier. jour, ça augmente. La possibilité, c'est on serait 700 000 personnes habilitées à voter via le support électronique. D'autres personnes seront obligées pratiquement de se présenter, de faire un vote électronique mais présentiel pour ceux qui se poseraient la question, de manière à répondre aux exigences du tribunal électoral salvadorien. Donc voilà, c'est ça le résumé en ce qui a trait aux élections salvadoriennes en ce moment-ci, le volet élection. Nayib Bukele, c'est l'espoir. C'est celui qui incarne le changement, la transformation du pays. C'est un outsider qu'on appelle et il est venu, il n'était pas un politicien, non. Les médias francophones l'ont qualifié comme étant un politicien hors système. Il est arrivé là en fait, son cheminement politique, c'est la municipalité. Il est devenu maire d'une petite ville de quelques 10 000 habitants.
pour laquelle il a fait un modèle. Il voulait faire un modèle latino-américain, mais finalement, il a plutôt fait un modèle mondial, car l'ONU lui aurait donné un prix pour souligner sa réussite. Et ensuite, il trouvait que c'était bon, le monde le voyait aller, le monde l'aimait. Il a décidé de se postuler pour devenir le maire de la capitale. On parlait là, à ce moment-là, d'un demi-million d'habitants. Il a transformé la ville en faisant un projet par jour depuis sa première journée jusqu'à la dernière journée de sa gestion, de manière qu'il a transformé la ville salvadorienne, la capitale salvadorienne, en une ville plus sécuritaire également. Donc, il a décidé, le monde le voulait aussi comme président du Salvador. Alors, il a postulé, malgré tous les entraves par l'opposition, pour pas qu'il se présente. On a invalidé son mouvement politique. On a même fermé des partis politiques, d'autres parce qu'il a cogné à la porte d'un autre parti, pour finalement, en cachette, s'inscrire à la dernière minute dans son parti qui lui a donné l'accès à la présidence. Il a fallu vraiment un gros tour de force pour qu'il devienne le meilleur président au monde. C'est littéral quand je dis ça, le meilleur président au monde. Et pas parce que je le dis, mais c'est parce que c'est les sondages qui le disent, et c'est parce que c'est preuve à l'appui. Il transforme le pays, il sauve des vies. On dit qu'il sauverait 1000 personnes par année, au moins, avec son plan de contrôle territorial au niveau de la sécurité. Donc, ça en dit beaucoup de son leadership, car il est jeune, puis il est entouré de personnes quand même, qui va de jeunes personnes aussi, à des personnes moins jeunes, et qui sont dotées de beaucoup de sagesse également. Donc voilà, avec cela, je peux conclure, et je vous reviendrai ultérieurement avec d'autres informations, en espérant que ça n'a pas été trop compliqué suivre et comprendre cette actualité-là. Alors, je dois vous laisser et je vous souhaite une bonne journée. Oh non, je viens de manquer un autobus. Bon, la vie étant comme ça, je vais devoir marcher. Bye bye, ciao ciao.